Franchement, les avants, ils ont fait un match énorme. Tout ça pour que les trois quarts ils marquent et qu'en fin de match, ça soit un trois quarts qui soit élu homme du match. Oh, sérieusement, c'est n'importe quoi. Non, plus sérieusement, les avants, ils ont fait un match qui a été colossal et une victoire contre les Anglais, c'est quand même agréable. C'est un des plus beaux tournois qu'on ait eu l'occasion de voir ces dernières années. Toutes les équipes sont capables de se battre d'un week-end sur l'autre et ça met quand même du piquant, un petit peu de piment. Parce que quand au début de tournoi, là, tu prends une valise par l'Irlande à domicile, tu te dis ouais, le tournoi il est plié. Bah en fait non. Nous sommes à la fin du tournoi Destination et en tant que passionné de rugby, on est constamment à la recherche d'un style élégant qui reflète notre amour pour le jeu. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un de mes partenaires depuis que j'ai commencé la chaîne, Shilton. Shilton est fondé en 1993 et ils se sont rapidement imposés comme le spécialiste des vêtements rugby sportswear. C'est adapté exactement pour les rugbyman, ça va du S au 6XL. J'ai eu l'occasion de tester des vêtements déperlants parce que moi qui bosse sur les terrains ou qui fais du sport souvent dehors, c'est vachement agréable avec un jogging et un petit sweat déperlant et franchement pour faire du sport ou entraîner c'est vraiment le top. Et honnêtement un des produits que j'ai préféré c'est ce sweat qui marie style et confort, c'est à dire que c'est un sweat ça que je porte quand je suis en représentation avec des sponsors ou pour des réunions, qui garde l'état d'esprit sport mais qui garde aussi le côté chic. Et si je peux vous donner un avis, je suis vraiment compliqué moi dans le choix des vêtements que je porte et encore plus quand ça touche au rugby, mais honnêtement avec Shilton j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait. Vous allez trouver les références de ce sweat sur le site de Shilton, je vous mets le lien en description. Vous avez 10% sur la boutique Shilton avec mon code promo, alors allez-y, faites-vous plaisir. On va analyser ce match et évidemment tout ce que je vais dire c'est mon analyse et c'est assez subjectif. Car au-delà du résultat, il y a quand même pas mal de trucs à dire et notamment on a eu pour moi une opposition de style entre des Anglais qui sont très pragmatiques et très bons dans le jeu organisé, là où nous on est vachement en difficulté sur ce tournoi dans la façon dont on joue, dans le système de jeu, le jeu organisé, les lancements de jeu, mais on est beaucoup plus efficace dans le jeu déstructuré. Mais avant de commencer, pense à t'abonner si t'aimes le rugby, c'est le meilleur moyen de me remercier pour mon travail et que je puisse continuer de développer la chaîne. Alors on y va ? Alors les Anglais, on se méfiait de leur défense et ça à juste titre. Ils viennent agresser extrêmement rapidement, ils ont une montée très agressive. Alors toutes les équipes essayent d'avoir des montées agressives, mais forcément tu peux t'exposer un petit peu quand tu as des montées comme ça. Les Sudaf, on le sait, ils préfèrent gagner du terrain et s'ils te closent dans ton camp, bah, ils vont contre-roquer, ils vont contester. Mais par contre, tu peux trouver des solutions sur les extérieurs. Les Anglais, ils ont un peu le même style de défense, mais c'est pas totalement pareil. Et surtout, c'est pas évident à manœuvrer face à des défenses comme ça quand tu as la possession de la balle. Toutes les équipes, elles essaient sur leur structure offensive au centre du terrain et notamment avec ce fameux bloc 12, moi ce que j'appelle le bloc 12, les avants qui sont devant un 3/4 au centre du terrain, de toucher si possible les joueurs vers l'extérieur de manière à faire circuler la défense et surtout tu as plus d'espace pour pouvoir manœuvrer. Si tu ajoutes une passe de plus ou que tu touches le joueur vers l'extérieur, tu forces la défense à couvrir plus de terrain et tu as plus d'espace. Au Pays de Galles, on avait réussi à garder la possession et à trouver des solutions, notamment à travers le système de jeu. Mais alors là, les Anglais, ils nous ont totalement éteint ce genre de possibilité. Ouais, ils nous ont éteint la possibilité de jouer au rugby. On n'a pas vraiment réussi à imposer des séquences de jeu qui ont été longues avec ce fameux, avec ton système de jeu. On a réussi, il me semble, c'est pendant les premières minutes, on a eu une possession qui a été intéressante, pendant les 5 premières minutes, mais par la suite, plus du tout. Alors je pense que c'est en partie grâce à la façon dont ils avaient opté, pour défendre. Dès qu'ils en avaient l'opportunité, ils venaient se mettre entre les attaquants français pour couper les transmissions, mais à l'intérieur des structures offensives. C'est-à-dire que généralement les mecs, ils sortent de la ligne pour pouvoir empêcher les passes vers l'extérieur. Là, ils venaient couper les passes dans tes structures et la vision de jeu du coup, de manière en fait à ce que tu puisses pas rajouter une passe de plus ou que tu puisses pas aller toucher les joueurs vers l'extérieur. Et c'est d'ailleurs à double tranchant car à un moment c'est Thomas Ramos qui a même essayé de faire une passe dans le dos des joueurs qui viennent couper les transmissions, mais c'est une passe un peu tendue, vraiment au cordeau dans le dos de la défense. Franchement ça serait passé, ça aurait été magnifique, mais un peu risqué quand même. Donc on n'a pas réussi à les mettre en danger, particulièrement dans le jeu structuré. Et pourtant, on a mis 30 points. Et bien dans ce cas, comment est-ce qu'on a fait? Là où on a été le plus dangereux, c'est les contre-attaques. En fait, c'est quasiment que là-dessus qu'on score. Une contre-attaque, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un changement dans la possession de la balle. C'est-à-dire que les attaquants deviennent défenseurs et les défenseurs deviennent attaquants. Qu'est-ce que ça implique? Quand tu es organisé avec tes structures offensives pour pouvoir attaquer, tu vas avoir de la profondeur et tu n'as plus de couverture. Donc quand tu perds le ballon, il faut réussir à très rapidement reformer une ligne et remettre des mecs dans le champ profond.
Les contre-attaques, elles peuvent intervenir suite à un jeu au pied, un contest, un en avant ou également un ballon perdu en touche par exemple. Il y a quelques principes à connaître sur les contre-attaques et notamment quand tu récupères un ballon dans le premier rideau défensif, tu peux décider de jouer au pied s'il n'y a pas de couverture et c'est ce que les Anglais font et que même des fois tu vois Ficou, Danti qui le font. Le porteur de balle, il a la possibilité de générer de l'avancée puisque la défense est déstructurée, donc s'il n'y a personne, tu avances. Et c'est ce que notamment on a deux breaks comme ça, deux breaks francs, où on est justement sur une récupération de balle et le porteur de balle décide de mettre de l'avancée immédiatement. Et le principe de base, c'est que généralement, quand tu récupères un ballon, tu vas jouer à l'inverse de la zone de récupération de ballon, puisque tu considères que là où tu as récupéré le ballon, c'est là où il va y avoir le plus de défenseurs. Et donc, du coup, tu essayes de mettre 2 ou 3 passes et ensuite, tu génères de l'avancée. Les Anglais, eux, ils étaient extrêmement bien organisés sur le jeu au pied et donc ils nous ont empêché de mettre des contre-attaques du troisième rideau défensif. Et ils ont même opté plus pour des jeux au pied de pression que d'occupation. La première contre-attaque de Léo Barré, en fait, tu vois un mur blanc, un mur anglais qui monte face à lui et il retourne chercher ses soutiens offensifs, les gros, là où il y a le plus de monde. Et donc là où la France a réussi à trouver le plus de solutions, c'est sur les contre-attaques dans le premier rideau défensif. Grâce à des bons contests, évidemment, et une défense solide, parce que ça a tapé fort quand même. Et la France, depuis le début de l'ère Galtier, un peu c'est son point fort, c'est-à-dire que les contre-attaques, c'est nous ce qui fait qu'on tue les équipes adverses, c'est là où on est le plus meurtrier, il faut pas se leurrer. Et on a d'ailleurs 2 essais qui interviennent sur une contre-attaque après touche. Sur le premier, tu as un bon contest français et là les joueurs ils sont formatés, il faut envoyer le ballon le plus rapidement sur les extérieurs parce que c'est là où il y a des espaces. Les transmissions elles sont parfaites et après c'est la vitesse des joueurs qui attaquent face à une défense désorganisée qui fait le reste parce qu'on a quand même des mobilettes derrière. Le second essai il mérite qu'on s'y attarde un petit peu plus. C'est une touche des Anglais qui est perdue, donc ils sont positionnés pour attaquer les Anglais suite à un mauvais lancer qui lobe le bloc saut. Ramos, il met un coup de pompe dans le ballon et il ne le fait pas à l'arrache de mettre un coup de pompe, même si on a l'impression. On va en revenir au principe de contre-attaque. Si tu es placé pour attaquer, tu n'as pas de couverture dans le champ profond. Et si tu mets un arrêt sur image, il y a 15 Anglais qui sont prêts à attaquer et aucun qui est en couverture, évidemment. Normal, il devait avoir le ballon. Donc quand Ramos y tape, il évite déjà de se faire cartonner parce que s'il pose les 2 mains sur le ballon, il va prendre des mecs à Mac 2 et il va se faire dézinguer en 6. Et du coup, il met le jeu au pied pour aller jouer tout simplement dans les espaces libres. Alors après, le coup de pied, on va pas se leurrer, il est chatoun. Et Penaud, il se retrouve au bon endroit, au bon moment, avec le bon rebond. Mais ça, c'est pas de la chance, c'est la classe des ailiers. Mais le geste de Ramos, en soi, il n'est pas impulsif, ça a beaucoup, beaucoup de sens. Et il y a un secteur sur lequel moi, je suis ultra content, c'est les touches. Je ne comprends pas grand-chose aux touches. Mais tout simplement, on a commencé à avoir ces fameux ballons portés avec notre pack de démolisseurs. Ça fait quand même zizir, non? Au plus de générer de l'avancée sur les ballons portés, j'ai cette image où forcément dans les ballons portés, les mecs ils discutent un peu entre eux, ils apprennent à se connaître, ils prennent de nouvelles de leurs femmes, ok. Et là t'as Marchand qui se fait sortir du ballon porté, et alors là, il s'aperçoit qu'il s'est fait sortir qu'il y a 2 Anglais, et il t'attrape gratuitement un Anglais chacun, pour les foutre au sol ou pour continuer de discuter avec eux. Et là, tu te dis, c'est pour brancher. Ben en fait, non. Tout ça, c'est froid. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'aperçoit qu'il y a 2 Anglais à côté de lui, il sait que si lui, il va se consommer dans une phase face à 2 mecs, il va manquer 2 mecs côté anglais et un seul côté français. C'est cool, non? Qu'on soit dominateur dans ce secteur, j'ai envie de dire c'est chouette, mais c'est pas étonnant. Il me semble que j'ai vu passer, je crois, le poids des packs et il y a 70 ou 80 kilos de différence. C'est quand même 10 kilos par ronde, c'est quand même pas anodin. Et je pense que les Anglais, ils n'avaient pas tellement envie de nous tester dans ce secteur de jeu. Ils ont tenté de contrer nos ballons portés, alors que nous, par contre, on les a cadenassés sur le secteur. Et c'est là où ils ont été bons pour moi, les Anglais. On peut leur accorder cela quand même aux Anglais quand ils perdent. On peut dire qu'ils ont été bons, on est un peu fair-play quand on le dit. Donc ils n'ont pas cherché spécialement à nous prendre sur le combat dans les ballons portés parce qu'ils savaient que ça allait être un combat âpre et qu'ils n'allaient pas forcément gagner. Mais ils s'en sont servis comme de rampe de lancement de jeu, comme ça se fait de plus en plus dans le rugby moderne. Et notamment pour nous forcer à circuler. Sur cet essai, c'est très bien joué. Sur le premier contact, les 2 centres français sont consommés pour un seul 3/4 anglais. Et ils vont jouer 2 fois sens avec les 3/4 qui alimentent sens. Et ils arrivent à trouver un décalage avec un surnombre en bout de ligne. Et alors là, on a une passe avec une classe monstrueuse. Cette passe volleyée, elle est tout simplement magnifique. C'est vraiment un geste d'une très grande classe. Et c'est pas le seul essai qui vient comme ça. Il y a cet essai qui vient aussi d'un ballon porté qui n'avançait pas.
Et je me suis demandé comment est-ce qu'on s'était fait ouvrir comme du beurre au centre du terrain. Eh bien, j'ai une petite théorie que, en fait, c'est tout simplement de l'analyse. J'ai tout simplement l'impression que c'est Lawrence qui a une course qui est extraordinaire. On peut se dire que Fickou, il est mal placé et que c'est la raison pour laquelle il fait une faute de défense. En réalité, la course de Lawrence, elle n'est pas conventionnelle. D'habitude, les joueurs, ils attaquent avec des courses plutôt rentrantes et pour venir claquer très fort. Et là, il a une course vers l'extérieur, juste sur le temps de passe. C'est-à-dire que dès que le porteur du ballon, il va lâcher le ballon, il te met un appui extérieur. Et ça, c'est impossible à percevoir pour Gaël Fickou, parce que Gaël Fickou, il est bien positionné au départ, mais au moment où le porteur du ballon lâche le ballon, Fickou, il doit regarder ce qui se passe pour voir si ça va être une passe qui va dans le dos ou si c'est une passe qui est à hauteur. Donc Fickou, il monte, il s'attend à un impact, il se gagne pour un choc frontal, mais il est obligé d'attendre pour voir s'il va y avoir la passe dans le dos. Parce qu'il y a forcément un décalage sur les extérieurs. Et on voit ce petit appui vers l'extérieur au moment de la passe, et réaliser ça avec un timing parfait, c'est quand même beau. Quand je compare l'efficacité des Anglais sur les lancements de jeu avec notre efficacité sur les lancements de jeu, bah franchement on n'est pas sur le même mood dans le tournoi. Mais pour en revenir aux touches, en réalité les Anglais ils ont tenté de privilégier dans le match des touches réduites majoritairement. Majoritairement oui avec 5 joueurs plutôt dans l'alignement. Et ça peut s'expliquer de façon assez simple, c'est que étant donné qu'on est plus lourd qu'eux, on est forcément moins mobile et donc moins on va mettre de joueurs dans l'alignement, plus on va parler de mobilité en termes pour les sauteurs, les lifters, etc. Mais aussi dans le jeu, ça veut dire que tu as plus de courses à faire, tu as beaucoup plus d'intensité courue. Donc tu tentes de fatiguer un petit peu le pack adverse quand tu fais ça. Mais quand tu fais des touches réduites, tu peux aussi te structurer sur ballon porté. Mais comme ça leur réussissait pas trop, ils ont privilégié des déviations. Alors oui, quand tu attaques sur touche, tu viens généralement chercher le centre du terrain avec des touches réduites et tu prépares le temps de jeu suivant. Tu essayes aussi souvent que possible d'attaquer la zone du 10, car c'est quand même vachement plus agréable de l'entendre couiner que d'aller taper dans un mur à côté. Et bien là-dessus, les Anglais, ils ont réussi à mettre beaucoup de variations. À la 21e minute, sur une touche à 4, ils viennent avec un bloc centre du terrain et Ramos vient couper les extérieurs. Ça, je pense que c'est en partie dû au fait que le lancement n'est pas dans le fond de l'alignement sur la touche, donc la distance de passe pour le 9 et ton 10, elle est plus grande et les Français, ils ont le temps de couvrir le terrain. En revanche, s'il y a une passe de plus sur cette action, je pense que ça amène un break anglais. À la 36e minute, ils ont une touche à 5 en milieu d'alignement. Même chose, la défense française, elle a le temps de s'organiser. Et là, le 10 a la possibilité de sortir de la ligne pour couper les transmissions. Du coup, avec un jeu dans le dos, c'est Ben Earl qui vient chercher l'intérieur de Ramos. Puis arrive la mi-temps. Et les techniciens anglais, ils font leur boulot. Ils règlent les distances de course, l'endroit préférentiel dans lequel tu vas essayer de lancer dans l'alignement. Et dès la reprise, à la 45e minute, ils repartent sur une touche à 4. Ils lancent ce coup-ci en fond d'alignement, ce qui permet de lancer le jeu un peu plus loin. On a le même lancement qu'en première mi-temps et de bloquer ou tout du moins de ralentir les derniers participants à la touche. Ramos ne peut pas sortir de la ligne car ça serait trop dangereux. Et ces perfides Anglais, ils en profitent pour ajouter la passe supplémentaire qu'ils n'ont pas faite en première mi-temps. Et là, tu as Ben Earl qui arrive lancé, blam, il vient sur l'extérieur de Ramos. Et le remplaçant de luxe, j'ai nommé Mr. Smith, il termine l'action. Après, au-delà de ça, moi je nous ai trouvé quand même vraiment intéressant en défense. Et notamment, on a toujours ces petits éléments que moi j'adore, où tu tentes de désorganiser les structures offensives adverses et de ralentir les soutiens offensifs. Notamment sur cette séquence, je la trouve intéressante par rapport au profil des joueurs. On le sait, Marchand, c'est un monstre dans les contests. Et bien quand Kroos, il a un profil contest à son intérieur, il se laisse glisser gentiment entre le porteur du ballon et son soutien offensif pour le ralentir, le gêner, le retarder et le déconnecter. Mais en fait, je pense que ça, il le fait parce qu'il sait que c'est Marchand à l'intérieur qui va pouvoir venir tenter le contest. Et c'est quand même beau, moi, c'est ce que j'adore dans le rugby, c'est de voir toutes ces petites actions. Je suis pas sûr que s'il y avait Antonio ou Bailly à l'intérieur, il l'aurait fait. Et si on reprend tous les essais anglais, ils interviennent à partir de touches et de phases structurées qui sont bien construites. Là où nous, on a beaucoup plus de mal. Par contre, dans les situations de jeu désorganisées comme les contre-attaques ou le jeu pénétrant, on a été très efficace, notamment sur l'essai de Léo Barré. On est capable d'envoyer une séquence très longue avec du jeu pénétrant, déstructuré, et donc on n'est pas dans un système de jeu, on est vraiment sur du jeu axial, mais ça s'entraîne évidemment, et c'est très dur à défendre, et je pense que c'est très très dur à entraîner aussi, et on arrive à conclure là-dessus.
Et je mets quand même une mention spéciale, moi, au 9 anglais Mitchell que j'ai trouvé exceptionnel. Sur cette action, il n'y a pas spécialement de danger et tout est bien en défense. T'as Biel et Ramos pour défendre sur le fermé, et normalement c'est suffisant, hein, t'as que l'ailier et le 9 qui peut porter. Sauf que là, Ramos, qui vient de se faire ouvrir en défense sur l'essai des Anglais il y a 2 minutes, il décide de se barrer pour alimenter de l'autre côté. Et je sais pas s'il y a une communication auditive de la part des Anglais, mais je suppose que oui, à mon avis, l'ailier droit, là, c'est quasiment sûr qu'il appelle, puisque la prise de décision de Mitchell de démarrer dans le fermé pour jouer le 2 contre 1, elle est instantanée. Il a à aucun moment levé la tête, et il arrête Biel, qui est le dernier défenseur, en jouant le retour. Et l'autre fois, c'est après un lancement de jeu, comme on l'a déjà vu, sur une déviation pour prendre le centre, mais où Aldrit, là, ce coup-ci, il vient gentiment défendre Ramos et donner son corps à la science pour protéger son 10. Il trouve une solution sur les extérieurs. C'était leur parti pris de nous déplacer, en fait, avec des touches réduites. Et là, c'est intéressant. On a un franchissement, etc. Et on se retrouve avec un ruck bord de touche à 5 mètres de la ligne. Mitchell, il fait comme si sur une première relance de jeu, il lève la main comme s'il allait jouer sens. Et ça semble logique. Côté anglais, il recharge le fermé face à Léo Barré, Nolan Le Garec et Penaud. Sans méchanceté, c'est pas les joueurs les plus outillés pour du jeu frontal à 5 mètres de ton en but. On le voit qui prend l'information, il inverse le sens pour donner à Lawrence, qui a quand même quelque chose d'animal et qui semble être le digne successeur de Tuilagi. Et lui, alors il se pose pas de questions, il embarque tout le monde dans le but. Nice quand même le demi de mêlée anglais, moi je l'ai beaucoup apprécié. En revanche, là où je suis un petit peu plus choqué, c'est sur la dernière action. Ramos nous met la pénalité qui nous fait prendre le score. Il reste 1 minute à jouer. Et là, les Anglais tapent un coup d'envoi. En fait, pour moi, c'est une faute technique. Ils tapent un coup d'envoi qu'ils ne sont pas en mesure de contester. C'est-à-dire qu'ils nous rendent la possession à 1 minute de la fin. Et là, je trouve que c'est quand même grave, hein. Ou soit c'est grave, soit c'est étrange. On arrive à la fin de ce débrief, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, oublie pas de t'abonner et de mettre le petit pouce bleu. Et en même temps, je vais te poser une question, moi ça m'intéresse, dites-le moi dans les commentaires, ça va me donner des idées pour les prochaines vidéos. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de la France sur ce match en termes d'attaque? Est-ce que ça vous choque ce que je dis, où on n'a pas réussi à mettre des séquences longues, on se nourrit en fait des ballons de contre-attaque parce que tu es bien en défense et quand l'adversaire nous rend le ballon. Mais mis à part ça, en fait, moi j'ai trouvé ça dramatique l'attaque du 15 de France, hein, désolé. Bon allez, dites-le moi dans les commentaires, parce que ça m'intéresse, même si je réponds pas à tout, je lis, c'est ça qui me nourrit. Et puis on se revoit au Clubhouse de Vierzon. Allez, topette!